Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Benzidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour. La thématique de ce podcast porte sur l'art au féminin. Pour cela, nous avons invité deux musiciennes de talent et j'ai nommé Sonia Johnson. Bonjour à vous. Bonjour. Ou peut-être qu'on va se tutoyer, peut-être? On peut, oui. OK. Sans problème. Très bien. Mounia Neguez. Bonjour Mounia. Bonjour Mourad. Parfait, une amie de longue date. Donc, Mounia, aujourd'hui, en ta qualité de collaboratrice à Des idées et des ailes, c'est toi qui m'avais suggéré la rencontre avec la musicienne professionnelle de jazz vocal Sonia Johnson. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Toutefois, toi-même, tu es une chanteuse à tes heures, en plus de ta profession d'informaticienne. Avant de revenir à toi, je propose d'abord de faire une présentation de notre invitée, Sonia. OK. Parfait. Sonia, vous êtes chanteuse professionnelle, auteure-compositrice, enseignante et gestionnaire de projets artistiques. Mais d'abord, permettez-moi de retracer votre parcours, ou plutôt ton parcours. Tu es originaire de Saint-Alexis-des-Monts, dans la région de la Mauricie, au Québec. À tes 17 ans, tu pars étudier à l'école de musique Vincent d'Indy de Montréal. En 1994, tu obtiens un diplôme d'études collégiales, concentration chant classique. Toutefois, tes intérêts vont plutôt vers le jazz vocal. Tu as eu l'opportunité de fréquenter les ateliers animés par l'illustre contrebassiste montréalais Michel Donato. En 2005, tu décroches une bourse de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse afin de produire ton premier album intitulé Don't Explain. En 2010, tu enregistres et tu produis ton deuxième album Le Carré de nos amours. Acclamé par la critique en 2011, tu es nominé au Gala de la Disque pour meilleur album catégorie Jazz Création. En 2012, tu remportes le prix Juno de l'album de jazz vocal de l'année. Je note pour les auditeurs qui nous écoutent que les prix Juno ou Juno Awards sont les prix de l'industrie de l'enregistrement de la musique canadienne et c'est administré par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement. Tu enchaînes en 2014 avec ton troisième album intitulé Triade, en collaboration avec les musiciens Charles Beidel Jr. et Annie Poulain, ce qui va vous valoir, à toi et à ton équipe, une nomination au prix de la Disque et une autre nomination au prix Juno. Je note également que la Disque est l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. La même année, tu enregistres et tu produis ton quatrième album, Le cœur à l'endroit. Après cela, tu es à tes 38 ans, tu fais un retour aux études à l'Université de Montréal. Successivement, tu obtiens en 2016 un baccalauréat en interprétation. Par la suite, en 2018, une maîtrise en interprétation et composition chant jazz. Une année après, tu enregistres ton cinquième album, Chrysalis, ton premier album entièrement en anglais, où tu es entouré d'un fabuleux orchestre de 11 musiciens et choristes, du soliste invité Eli Haron, et également appuyé par des créateurs dont Stanley Péan et Stephen Johnston. Finalement, en 2021, tu sors ton sixième album, intitulé Air givré. Le critique montréalais Alain Brunet, dans son article paru dans la presse en 2018, t'a qualifié d'incontournable du jazz québécois dans sa couverture du spectacle Les Malcommodes, avec lesquels tu avais partagé la scène, et j'ai nommé Félix Stouzy au piano, Pierre Tanguay à la batterie et Daniel Lessard à la contrebasse. Sonia Johnson, bravo pour ton beau parcours. Avec ta permission, je propose l'écoute d'un extrait du titre Storm de ton album Chrysalis.
This night has been a mystery for me. I know you want me to leave my ways. It's time to think about the plus and the minuses. The wind is cold, I don't want to be alone. Can you hold my hand in the storm that is coming? Can you understand that the worst will fade away? I know it's time for you to carry your soul in the sun. I know you want me to be happy. It's time to rest in the beauty of the moment. But the clouds... Voilà. Waouh. Waouh. C'est quelque chose, hein? C'est extraordinaire. Waouh. Ouais. Donc, c'est le morceau que j'ai choisi, Sonia. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis contente de ton choix, mais je suis aussi contente de la façon dont tu m'as présenté et comme tu as fait des bonnes recherches pour savoir autant de détails sur ma vie. Je sais pas qu'est-ce que tu as envie que je te précise ou que je te raconte par rapport à la biographie Ok. que tu as faite. Je vais juste, avant que je revienne justement pour donc revenir sur ton parcours, et c'est sûr qu'il y a des informations complémentaires que tu aimerais apporter. J'aimerais présenter notre seconde invitée, donc Mounia Nguez. Donc Mounia, à ton tour, à 12 ans déjà, dans ton Algérie natale, tu voulais devenir une chanteuse. Ton modèle d'inspiration a été Barbara Streisand, donc l'américaine dans le film de Yentl. Plus tard, tu continues à pratiquer le chant parallèlement à tes études en architecture, que tu termines d'ailleurs avec obtention donc du diplôme d'architecte. Tes intérêts sont les chansons avec envolée vocale dans les répertoires francophones et anglophones. Les grandes chansons des maîtres qui racontent des histoires et véhiculent des émotions te fascinent. Tu m'avais parlé de Edith Piaf, Jacques Brel et Charles Aznavour. À l'âge de 23 ans, accompagné de ton conjoint Namir Bellassel, tu émigres à Paris durant 9 ans avant de mettre le cap une nouvelle fois sur le Québec pour une nouvelle immigration. C'est en 2013 que tu participes au concours Ma première place des arts, suite auquel, en 2016, tu reçois une invitation à monter ton premier spectacle à la 5e salle de la Place des Arts. Dans ce projet, tu avais bénéficié du soutien de ton professeur de chant, Jean-Sébastien Lavoie. Tu avais dédié ce spectacle, entre autres, à ta sœur jumelle, Sihem. Et par la suite, tu enchaînes les concours au fil des ans dans les 3 pistoles en chanson, l'Étoile montante Ford et La Voix du succès à Montréal. En 2018, au complexe Roméo Patenaude à Candiac, dans la rive sud de Montréal, tu as présenté ton spectacle de Paris à Broadway, durant lequel tu as offert un florilège des répertoires québécois et internationaux. Sur scène, tu étais accompagné par une pléiade d'artistes, dont tes choristes Coralie et Jenny Cassius, ainsi que le chanteur Alan Hurd. Voilà. Mounia, bravo et félicitations pour ce beau parcours. Avec ta permission, j'aimerais aussi faire écouter nos auditeurs d'un extrait de ton spectacle Paris à Broadway. Some say love, it is a river that drowns the tender weed. Some say love, it is a razor that leaves some to bleed. Some say love
It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. Comme c'est beau. Oh, merci. Bravo. Merci, bravo Des beaux Mounia. souvenirs, tout ça. Oui. Bon, donc ça c'est pour mettre la table, parce que c'est une émission dédiée à la musique, et à Dizzy et Diesel, nous sommes très jazz, nous sommes très musique. Et là maintenant, je reviens vers toi, Sonia. Dans ta jeunesse, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a préparé à une carrière de musicienne professionnelle comme celle que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as une histoire à nous partager? Ben, c'est sûr que j'ai pas juste une histoire. Puis en fait, l'histoire que je vais vous raconter, je suis comme en train d'aller boucler des choses de cette histoire initiale. Parce que moi, j'ai grandi dans ce petit village-là. Ma mère chantait, donc la musique était présente à la maison. Il y avait un piano. Ma mère dirigeait une chorale à la messe le samedi soir. Et nous, le dimanche matin, les enfants, on allait à la messe du dimanche matin qui était dirigée par Madame Thérèse, qui était notre directrice de chorale. Donc, de l'âge de 5 ans à 15 ans, j'ai chanté tous mes dimanches matins. Et quand j'avais 10 ans, j'étais comme l'ancienne de la chorale. Et donc là, la directrice me donnait les solos. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pris goût à être un peu de l'avant. J'étais de l'avant. Et puis, d'un autre côté, de 5 ans à 10 ans, j'ai appris le violon. Et à 10 ans, j'ai dit à mes parents, mais je pense pas que c'est le bon instrument pour moi. Mes oreilles étant très bonnes, j'étais toujours frustrée quand j'arrivais pas à faire la note que j'entendais dans ma tête, mais j'arrivais pas à la représenter sur l'instrument. Puis je vivais une frustration et j'ai dit à mes parents, est-ce qu'on pourrait investir dans un autre instrument? Et j'ai commencé à prendre des cours de chant. Autour de 12 ans, je prenais des cours de chant de musique populaire. Ensuite, j'ai pris des cours de musique classique à l'âge de 15 ans. Et là, c'est ma professeure de chant classique qui m'a dit, « Sonia, tu devrais vraiment faire une audition pour aller à l'école de musique Vincent d'Indy. » Donc, j'ai quitté mon petit village natal. J'avais 17 ans. Je suis allée étudier à l'école de musique Vincent d'Indy. J'étais en chant classique. Et ce monsieur Michel Donato, dont tu parlais tout à l'heure, lui, il donnait des ateliers de jazz. Donc, le mercredi soir, j'étais parmi les moutons noirs des chanteuses qui étudiaient en chant classique parce que moi, j'allais dans la musique du diable. Mais je fais des blagues parce que ma professeure de chant, c'était une religieuse à Vincent d'Indy. Et donc, Sœur Reine était une magnifique compositrice aussi. Mais elle était un peu déçue. Je fais des blagues, mais elle était un peu déçue que j'aille un peu... C'est comme si elle essayait de me former pour avoir une voix X, et là, j'allais faire d'autres choses avec ma voix. Fait qu'elle, elle voulait que mon chemin s'en aille vers l'opéra. Et, Tu savais ce que tu voulais, en fait, à 17 ans? Ben en fait, j'étais pas certaine. Ah, Mais, okay. donc, en découvrant cette musique-là, qui est le jazz, et j'ai vu toute la liberté que je pouvais avoir avec la musique. Donc, alors que dans le classique, la partition... elle doit être chantée exactement. Là, j'arrivais avec des possibilités de faire ce que je veux avec une chanson. Donc, c'est ce que Michel Donato m'a appris. Et là, j'ai commencé à écouter de la musique jazz. J'en avais jamais écouté. Donc, j'ai commencé à 18 ans à écouter du répertoire. Mais après, je me suis souvenu que ma mère faisait jouer du Michel Legrand. Ma mère faisait jouer du Moustaki. Mais tu sais, Moustaki, il y a des influences brésiliennes. Donc, tout ce qui est musique de bossa nova, j'en avais écouté. Michel Legrand, c'est très jazz dans ses compositions. Ensuite de ça, donc, j'avais des bases, mais que je connaissais, que j'associais pas nécessairement au mot jazz. Et... par la découverte de Michel Donato, il y avait Karen Young qui travaillait beaucoup avec lui en duo. Et elle enseignait à l'Université de Montréal dans le début des années 90. Donc, quand j'ai rencontré Michel Donato, c'était associé avec Karen Young et qui, elle enseignait à l'Université de Montréal. Et cette année-là, quand j'ai terminé le cégep, elle n'enseignait plus. Donc, j'ai dit... Moi, c'était si j'avais à aller étudier le jazz, dans ma tête, c'était avec elle.
vu qu'elle enseignait plus, je suis allée à l'école de la vie. Et parallèlement, ben, j'ai travaillé avec des musiciens qui m'ont poussé à improviser, à chanter le répertoire jazz, dont... À Montréal. À Montréal. Donc, dans les petits clubs, on faisait danser. Il y avait beaucoup d'engouement pour la danse swing c'était dans le milieu des années 90. Donc, on faisait danser les gens. Et je m'étais monté un répertoire swing avec Félix Tussy à l'époque, avec son groupe. Et d'un autre côté, j'aimais beaucoup la chanson francophone. Je travaillais avec des auteurs-compositeurs. J'étais choriste pour eux. Je travaillais avec Roger Tabra. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes dans un endroit qui s'appelle le Petit Bar sur la rue Saint-Denis. Donc, il y avait un mélange entre les deux, mon amour pour la chanson française et le jazz. Puis ça s'est développé parallèlement. Et c'est pour ça que tranquillement, le premier album... J'ai fait un premier album de standard en 2005, que j'ai produit moi-même. Et c'est le fun que je vienne de t'en parler parce que ça va faire 20 ans en mai prochain que cet album-là existe. Il m'en reste à peu près 35 copies à la maison. J'en ai fait... À l'époque, on vendait beaucoup d'albums et les CD, mais je pense pas que je vais en faire réimprimer. Là, j'ai dit donc qu'il faut faire quelque chose pour pas que cet album-là, il parte dans l'oubli. Et j'ai refait faire un master, un matrissage. Et à partir du mois de juillet, je vais sortir une chanson à la fois jusqu'à l'anniversaire du mois de mai l'année prochaine. Et je vais aussi, il y a 11 chansons, puis je vais parler des 11 facettes de Sonia Johnson. Donc, on va découvrir des choses sur moi, sur mon histoire. Parce que j'ai quand même, ça va faire 30 ans de carrière parce que j'ai commencé dans le milieu des années 90 à faire de la scène avec le jazz et 20 ans d'enregistrement sonore. Fait que je veux un peu célébrer ça. Je trouve que c'est un beau disque dont on explique le premier. Il y a des imperfections dans le sens où je m'appelle Johnson, mais je reste que je suis une francophone. Et donc, il y a des petits accents. À l'époque, j'étais plus jeune, je faisais plus... Puis j'en fais encore des erreurs quand je parle en anglais, mais j'ai pas grandi comme une anglophone. Je porte que le nom de famille. Donc, fait que c'est ça. Fait que je vais ressortir ce disque-là. Et puis donc, j'ai fait ce premier disque de jazz. Il y avait quand même 2 chansons en français sur le disque, puis il y avait une chanson en brésilien, en portugais. Moi, j'ai une question. Pourquoi spécialement celui-là? Est-ce que c'est comme ton premier amour? Ton premier album? Oui, c'est le premier album. Les autres, ils sont sur les plateformes. Ils sont sur les plateformes numériques, mais celui-là, il n'est pas existant sur les plateformes. Il n'est que sur un format physique. Donc, je me dis, pour qu'il soit accessible c'est pas pour faire de l'argent, parce qu'on sait très bien qu'avec Spotify et ces grands magnats des plateformes numériques, c'est pas comme ça qu'on peut faire des sous. Mais c'est pour faire connaître le disque, tout ça, puis souligner les 20 ans. Oui, le faire vivre, parce que c'est beau. C'est enregistré vraiment dans la tradition jazz, dans le sens où on est parfois 2, parfois 3, puis on a enregistré d'une façon où on a conservé la meilleure version. Il n'y a pas d'overdub ou de modification. Peut-être un endroit, parce que j'avais mal prononcé un mot, on l'a repris, c'est tout. Mais sinon, on a vraiment conservé la spontanéité de cet enregistrement-là. Donc, il y a ça qui va ressortir. Et pendant que j'apprenais le jazz, que je me familiarisais avec le répertoire, puis que j'avais la chanson française, mais tranquillement, j'ai commencé à écrire des choses. Au début, j'écrivais des paroles sur des standards jazz en anglais. Je faisais mes propres traductions, mais on n'a pas nécessairement les permissions d'utiliser ça, donc tranquillement. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des textes. Et puis, en 2008, j'étais à Petite-Vallée, au Festival en chanson de Petite-Vallée. J'ai fait partie des premiers chansonneurs quand ils ont changé le concours pour que ce soit plus un concours, mais c'était plutôt une joute amicale entre différents auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, j'ai fait partie de cette première cuvée de chansonneurs en 2008. Et c'était Michel Rivard qui était notre passeur, et on avait des coachs qui nous aidaient, Edgar Bory, Martin Léon, Marie-Claire Séguin, Daniel Lavoie. On était super bien entourés et j'ai rencontré plein de gens là-bas. Et il y avait Patrice, dans les
concurrents, si on veut. Il y avait Stéphanie Boulay, Patrice Michaud, pour ne nommer que ceux-là. Et donc, c'était quand même une cuvée, une belle cuvée. Là. Donc, et là, j'ai commencé à me magasiner des chansons, si on veut. Au lieu, j'avais pas toute la confiance en moi pour comme faire un album complet de mes compositions, mais j'en avais quelques-unes. Puis là, j'ai rencontré des auteurs, puis des compositeurs. Puis là, j'ai dit, « Ah, mais moi, j'ai ce texte-là, puis toi, tu as cette musique-là, mais je pense que ça marcherait ensemble. » Fait que là, j'ai fait des mariages entre des gens pour concocter le Carré de nos amours. Et le Carré de nos amours, ben c'est le Carré Saint-Louis, qui est juste en face du petit bar sur la rue Saint-Denis où j'avais mon amour de la chanson française. Okay. Et puis les autres clubs de jazz, ben, ils n'étaient pas loin non plus. Il y en avait un sur la rue Ontario, juste en bas de la côte. Ça s'appelait le Jason. Et c'était Sanguinet et Ontario. Là aussi, j'ai comme fait beaucoup de spectacles. Donc, il y avait... Ces deux amours-là se sont rassemblés sur le Carré de nos amours, qui a eu le Juno, qui est quand même le premier projet francophone à gagner un Juno, de chansons francophones et de chansons originales. À cette obtention du prix? Bien, il y avait une chance sur 5. Ah oui. Donc, j'avais une possibilité, mais il y avait des adversaires assez redoutables. Donc, on a toujours des doutes. Mais oui, quand on a mis mon nom, là, ça a été une très belle surprise. Et puis, ça a été bien parce que ça m'a donné une belle tape dans le dos pour continuer à faire des projets. Donc, j'avais approché les disques Effendi, c'est eux qui ont produit Triade, là, tu en parlais tout à l'heure, mais c'était mon concept, c'est-à-dire qu'on a pris des pièces instrumentales créées par plein de compositeurs qu'on côtoie, là, nous, dans notre milieu à Montréal, des compositeurs qui viennent d'un peu partout au Canada, mais qui vivent surtout à Montréal. Et on a mis des paroles, un peu comme Claude Nougaro faisait à l'époque. Claude Nougaro, il prenait des pièces existantes de jazz, puis il mettait ses mots dessus. Oui, donc ça, Triade, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai rencontré Marianne Trudel. Elle était sur ce projet-là. Et avec Marianne, on a fait le Cœur à l'endroit en 2014, où elle a créé tous les arrangements avec moi. Et comme là, j'étais aux études en parallèle, l'album suivant, dont on a écouté un extrait tantôt, c'est moi qui l'ai composé presque au complet. Là. Donc, j'ai quelques collaborateurs, mais la majorité... Un bel aboutissement. C'est l'aboutissement de la maîtrise, oui, c'est ça. Okay, c'est toutes sortes de chemins. Puis le chemin le plus rigolo, parce que tu me demandes où est-ce que ça a commencé. Ça a commencé à Saint-Alexis-des-Monts, à ma petite église. Et là, tu vois, ça fait 2 ans que je suis retournée vivre là-bas. Et là, je redonne... Ce qui m'a été donné, en fait, je le redonne parce que j'ai créé une chorale avec... ma sœur est directrice d'une école primaire et secondaire parce que c'est tellement des petites régions que des fois, ils vont regrouper les plus jeunes avec le secondaire jusqu'à 3. Et l'année passée, j'avais donné des cours de chant à un groupe d'étudiants. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassembler la communauté, donc rassembler les jeunes de l'école pour qu'ils connaissent les autres générations, les autres gens dans le village. Et là, quelqu'un a dit, mais là, Sonia, toi, tu es revenue à Saint-Alexis, donc pourquoi tu ne nous montes pas une chorale? Et donc, on a fait ça. On a commencé en février. Ils ont fait leur premier concert la semaine dernière. Puis on a réussi à monter 30 minutes de répertoire. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que ma mère et mon père sont dans la chorale, ils chantent. On a des gens, ça va de 10 ans à 80 ans. Et il y a une trentaine de personnes. Et on a réussi à... L'église était très vivante dimanche dernier. Il y avait 150 personnes. Et je sens le sentiment de... Tu sais, ces gens-là, ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Ils m'ont entendu. Ceux qui sont dans les générations de mes parents, ou même plus jeunes, ils m'ont vu chanter. Il y en a que j'ai chanté leur mariage. Il y en a que j'ai chanté des funérailles pour eux. Donc... Et là, c'est de les voir. Ce qui était le plus beau dimanche, c'est de les voir chanter puis de dire... Je voyais les enfants dans leur regard, dans le petit stress de faire une performance devant des gens. Il y en a quelques-uns dans la chorale, ils sont habitués de chanter, mais il y en a que c'était leur première expérience.
Et là, de voir, c'est ça, de voir leur visage, puis de voir... Je voyais des yeux d'enfants dans leur visage. Et là, j'ai dit, ah ben là, je suis à ma place. Tu sais, je suis partie pour la musique, puis là, je l'ai ramené, la musique. Tu sais, puis je pense que la musique, c'est une grande guérisseuse. Ah, ok, oui. C'est vraiment une belle histoire. Et puis, c'est comme si que tu bouclais. Oui, c'est la boucle. Puis en plus, aussi, quand j'ai quitté Saint-Alexis-des-Monts, c'était pour étudier à l'École de musique Vincent d'Indy, où il n'y avait que de la musique classique. Et maintenant, je suis professeure de chant jazz à l'École de musique Vincent d'Indy. Et avec toute mon expérience de productrice d'albums, je donne aussi un cours que j'ai créé qui s'appelle Stratégie marketing pour musiciens. Et avec les jeunes du cégep, on fait une simulation professionnelle comme quoi ils doivent arriver à vendre leur projet. Donc, ils apprennent à écrire leur biographie, à décrire leur musique, à faire c'est quoi un contrat? Combien ça vaut si je m'en vais chanter quelque part? C'est quoi les droits d'auteur? Et donc, on leur a monté un cours qui répond à plein de questionnements qui vont servir plus tard. Fait que c'est un chemin à l'envers. Maintenant, je vis à Saint-Alexis et j'enseigne à Vincent d'Indy, alors qu'à 17 ans, j'étais partie pour aller étudier là-bas. Donc, c'est vraiment comme une boucle. Tu sais, on dit le signe de l'infini, là, ben c'est ça. Il y a toujours un retour aux choses. Puis des fois, on va te donner quelque chose d'un côté, puis ça revient ailleurs. On ne sait pas comment ça va circuler. Qu'est-ce que tu dois procurer aussi comme bonheur? Parce que moi, je vois, tu as les yeux qui pétillent, tu as l'air d'être super heureuse de faire ça. Et puis les gens qui te reconnaissent, tu sais, la petite fille qui a grandi, puis qui revient dans son église et qui tu es en train de les coacher. Et puis, je trouve ça superbe. On dirait un film. Oui, puis le 5 juillet, je vais faire un concert à Saint-Alexis. Ils ont une série de spectacles extérieurs. Ouais. Ça s'appelle Les Vendredis en folie. Et le 5 juillet, je fais le concert et c'est intéressant que tu sois de Paris à Broadway, mais moi, c'est Sonia fait son cinéma, fait que je fais que des chansons de films, mais certaines, je vais les ramener dans une petite twist jazz, mais les chansons vont être reconnaissables de chansons de film et ma petite chorale va faire la première partie du concert de la soirée. Donc, le 5 juillet. Le 5 juillet, oui. En tout cas, une histoire très inspirante. Ouais. Donc, absolument, j'envie les résidents de Saint-Alexis-des-Monts pour... Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sages. Hein? Ma chorale, là, ils ont déjà une mauvaise réputation parce que c'est pas les plus jeunes qui sont les plus tannants, hein, les plus indisciplinés dans ma chorale. Fait que là, je leur fais des... J'ai dit, des fois, ça demande de l'énergie. Madame Johnson, elle a besoin d'avoir une poigne de fer dans un gant de velours. Oui, pour les gérer, oui. Très bien. Merci, Sonia. Mounia, donc, je me tourne vers toi. Oui. Et puis, comment es-tu arrivée à entretenir donc, ta vocation de chanteuse en conciliation avec ta carrière d'informaticienne? Parle-nous également de tes rendez-vous avec le public québécois. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai choisi un métier. Enfin, je suis donc informaticienne. J'ai fait une formation, c'est un peu compliqué. J'étais architecte, comme tu le sais, mais j'ai changé de domaine. Et puis bon, là aujourd'hui, je travaille dans l'informatique. Et puis, j'ai opté pour... je travaille dans la consultation, donc en informatique. Et ça me permet, j'ai de la flexibilité, donc ça me permet un peu à mes heures perdues, de justement rejoindre un peu ces rendez-vous musicaux. Et j'en ai pas évidemment tant que ça, mais ça me permet c'est comme moi, quand je chante ou comme je vais à mes séances de coaching, c'est ma thérapie. Tu parlais de thérapie, Sonia, c'est exactement ça. Il y a des gens qui vont chez le psy, ben moi, je vais chez mon coach. Voilà, vocal. Et quand les opportunités me le permettent, des petits contrats à droite à gauche pour chanter, ben j'y vais dans des églises, comme tu dis, que ce soit des mariages, des funérailles. Je suis tout le temps présente et j'aime tellement, tellement ça. Donc, si tu parles de rencontre avec le public québécois, aussi petit qu'il soit, mon petit public,
Tout ce que je peux te dire, c'est que le public québécois est un grand connaisseur des voix, parce que moi, depuis toute petite, j'ai toujours su que les Québécois chantaient super bien. On a des exemples. J'étais déjà fan de Rock Voisine dans les années 90, et d'autres, évidemment, on va nommer des chanteurs comme des chanteuses, que ce soit Isabelle Boulay, Céline Dion, toutes ces chanteurs. D'ailleurs, Sonia, peut-être que tu vas me le confirmer, on m'a toujours dit que les Québécois chantent bien parce qu'ils ouvrent plus la bouche que le chanteur français, qui a tendance un peu... Non, mais c'est parce qu'il fait froid au Québec. Il y a des contractions différentes, là. Ah, OK, c'est ça. Peut-être. Ouais. C'est ce qu'on me disait. On me dit, ouais, mais parce qu'en français, on ferme trop Il y a aussi l'inspiration nord-américaine, peut-être. Peut-être, mais au Québec, on chante dans les familles beaucoup. Je veux dire, si on remonte aux années 70, il y avait une émission télévisuelle qui s'appelait Soirée canadienne. Et là, on voyait vraiment que dans les familles, les grandes familles, il y avait une tradition orale de chants familiaux, tout ça. Donc, je pense que ça vient de là. Et on est des chanteurs on se limite pas. Je pense que les voix françaises sont plus comme ça. Mais nous, on y va avec... je pense que vraiment, c'est la température, je suis sûre. Oui. Mais tu sais, t'en parles parce que moi, j'avais une amie qui faisait partie d'une famille de musiciens, et tu parles de cette émission-là, la famille canadienne, où elle était toute petite, et elle est passée avec sa grand-mère, son grand-père, à la télé. Et à chaque Noël, à chaque action de grâce, ils se retrouvaient tous. Il y en a un qui ramenait son violon, l'autre qui ramenait... Et c'était le party. Ça a toujours été... Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, effectivement, les Québécois chantent beaucoup, énormément. Donc c'est ça. Donc pour te dire que la première fois que j'ai eu mon premier concours, je me suis dit, je vais avoir, enfin c'était public, ne serait-ce que le premier concours, ma première place des arts, parce que tu chantes à la place des arts, et puis il y a des gens, des passants qui viennent et qui écoutent un peu ton... Puis c'est du gros stress, parce que tu te dis, écoute, c'est des connaisseurs, les Québécois, ils connaissent que ce soit les belles voix ou les moins belles voix. Ils décèlent les fausses notes. Ils décèlent les fausses notes, et ils connaissent vraiment les belles chansons, et puis les bons chanteurs. Donc ça a été une très belle expérience. Et puis ce que j'aime aussi, le public québécois est très ouvert. Et tu chantes en arabe ou que tu chantes dans d'autres langues, ils aiment ça, ils apprécient. Même parfois, j'ai déjà eu des personnes qui me disent « Ah, peux-tu refaire telle chanson que j'avais chantée, tu te souviens, Salama de Dalida ?» Puis on m'avait dit « Tiens, peux-tu la chanter, s'il te plaît, avec Ton accent un peu oriental. Ton accent un peu oriental, etc. » Donc, c'était un vrai bonheur, voilà. Un pur bonheur de chanter pour les Québécois. Ça, c'est les Québécoises. Merci, Mounia. Je me tourne vers toi, Sonia. Donc, dans ta carrière, au total, tu as enregistré 6 albums de musique jazz vocale. Si tu peux nous raconter comment tu composes, d'une part, quelles sont tes inspirations. Il y a aussi, tu as eu beaucoup de collaborations, y compris à l'international. As-tu une méthode de travail ou plutôt c'est l'improvisation du moment qui prend le dessus? C'est jamais pareil, en fait. Tu vois, comme tantôt je l'expliquais, le premier album de chansons originales, vu que j'avais pas tout à fait les connaissances, puis la confiance en moi-même, pourtant, il y a une de mes chansons il y a une chanson qui s'appelle « Quand même » sur... cette chanson-là, c'est comme une affaire magique, là. Celle-là, c'était magique. C'est arrivé, le texte, je l'ai écrit. Le texte puis la mélodie étaient dans ma tête. Ça s'est fait tout seul. Ça a pris 1 heure, puis la chanson était là. Puis j'ai pas changé grand-chose. Et puis je la fais chanter à ma chorale. Ça, c'est pour le texte. Oui, mais non, la mélodie aussi. Donc, la mélodie vient en même temps. Puis des fois, après, je travaille avec un musicien. Quand j'avais moins confiance en moi, je travaillais avec des musiciens pour être sûr, OK, est-ce que c'est les bons accords? Parce qu'il y a 3 facettes dans une chanson. Il y a le texte, il y a la mélodie. Puis après, les accords, ils peuvent être très changeants. On peut colorer la chanson de différentes façons. Donc,
Puis tu vois, sur ce premier disque-là, j'avais quand même 4 ou 5 chansons où j'avais soit fait le texte, soit fait la musique. Donc, mais le reste, c'était Stanley Péan, Charlie Bouchara, Marc Chabot au niveau des textes. Luc Beaugrand a fait beaucoup de musique, qui avait fait la co-réalisation avec moi. Frédéric Allary aussi, qui jouait sur l'album. Et donc, il y avait des collaborateurs. Ensuite, sur Triade, on avait déjà les musiques existantes et on a écrit les textes, soit moi avec Charles Biddle ou Junior, ou soit avec Annie Poulain. Donc ça, on a travaillé ensemble pour écrire les textes. Après, sur Le cœur à l'endroit, c'était surtout moi et Marianne Trudel qui étaient les compositrices du projet. Encore une fois, j'avais toujours Stanley Péan qui collabore, Claude André aussi pour certains textes. Et là, c'était une question d'arrangement. C'était des arrangements plus en quatuor avec un soliste invité qui faisait des saxophones sur certaines pièces. Puis ensuite, c'est ça. Chrysalis, c'est drôle parce que c'est plusieurs pièces que j'ai composées pendant ma maîtrise. Puis dans la maîtrise, on utilisait des méthodes des fois précises d'écriture. On pouvait dire, OK, cette chanson-là, on va l'écrire avec... ils appellent ça du dodécaphonisme, c'est-à-dire il y a 12 notes. Je vais utiliser les 12 notes de la gamme, mais je vais les placer dans un ordre aléatoire, puis je vais me composer une mélodie avec ça. Fait qu'il y a une pièce qui est composée à partir de ça. Il y a une autre pièce qui est composée à partir de couleurs, c'est-à-dire sur un mode. Ça peut être un mode mineur ou un mode majeur. Donc, ça paraît pas que c'est fait mathématique, mais parce qu'après, il faut le retravailler plusieurs fois pour enlever ces choses-là, pour que ça soit naturel. Puis des fois, ben c'est ça. Des fois, le texte va venir avant, des fois, le texte va venir après. Ça dépend. C'est jamais la même chose. Et là, j'ai un projet qui est en stand-by parce que ça coûte cher faire des disques. Puis j'attends de trouver... Mais en fait, là, je veux célébrer le 20e anniversaire. Donc, l'objectif, c'est que j'aimerais ressortir un album, mais avec des arrangements plus avec un quatuor à cordes sur certaines pièces, mais choisir mes plus belles chansons dans tous mes disques pour faire des trucs. Refaire un disque anniversaire, si on veut. Puis, mais j'ai un autre projet qui s'appelle Portrait de famille. Ça, c'est un projet qui est un peu difficile parce que c'est des histoires, c'est des gens qui m'ont raconté leur histoire pour me dire à quel point leur famille est exceptionnelle ou différente, ou il y avait des histoires plus tordues, des secrets de famille, si on veut. Donc, c'est des gens qui se sont livrés à moi. Ça s'est passé pendant la pandémie. On a fait des Zooms. J'ai les discussions. Et là, je dois, à partir des discussions, finaliser les textes puis les mélodies de ces chansons-là. Mais ça, c'est dans le tiroir, puis c'est dans la mijoteuse, là, tu sais. Des fois, la mijoteuse, ça prend 6 heures, des fois, ça prend 8 heures. Fait que nous, on va mettre ça sur un nombre de mois, tu sais, plus grand. C'est pas la priorité pour moi de finir ce projet-là, mais il est là, il est en banque. Puis, sur les 6 albums, ben, j'ai quand même 4 ou 5 autres albums, je ne sais plus, sur lesquels j'ai collaboré, soit comme chanteuse invitée, donc sur des projets de Joe Sullivan, avec Félix Stussy, Les Malcommodes, là, dont tantôt tu parlais d'une petite critique d'Alain Brunet. C'est un album où Félix m'a invité à mettre des textes sur ses musiques à lui. Et c'est un album qui est enregistré à la Chapelle historique du Bon Pasteur en direct, donc c'est un grand stress là, de dire, OK, on joue 2 fois le concert et les meilleurs morceaux vont aller sur l'album. Mais c'était un beau grand stress. Mais oui, c'est un live. C'est un album live, oui. Avec quand même 4 cuivres, piano, contrebasse, batterie. C'était un beau projet. Puis, il y a la chanteuse Laila Bialy qui anime l'émission de jazz à CBC le samedi soir. C'est une superbe chanteuse. Puis là, ça fait 2 fois qu'on collabore sur des textes en français sur sa musique. Donc, elle m'envoie la musique. Elle va me dire, bien, la thématique, je veux que ça soit lié à telle chose. La première fois, c'était sur les voyages, la thématique.
Et donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Au pays de cocagne » et qui raconte un peu... c'est comme si la chanteuse parle à son fils parce qu'elle était beaucoup en tournée. Donc, des fois, elle amenait son fils avec elle, mais des fois, non. Puis là, c'est un peu la relation, en voulant dire qu'elle l'amène toujours, mais dans son cœur, dans ses déplacements. En français, oui, en français, oui, parce qu'elle m'a demandé... donc, j'en ai fait un sur son album « Out of Dust ». Puis, j'ai aussi écrit une chanson de Noël pour elle l'année dernière qui est sortie comme un single. Ça s'appelle « Belle nuit de Noël ». Elle me donne des commandes, si on veut, c'est ça. C'est vraiment tout... Je me sens choyée, privilégiée qu'elle me demande d'écrire ces textes-là. En tout cas, le style jazz te convient parfaitement. Il colle à ta personnalité. Dans le site web Entrepreneur, tu avais... déclaré que le succès d'une carrière en art, d'une façon générale, nécessite 3 compétences essentielles, mais non musicales. Passion, débrouillardise et organisation. Oui, c'est vrai. Parce que... Oui. Mais patient, parce que les choses n'arrivent pas nécessairement quand on pense qu'elles vont arriver. Mais c'est important de se donner des objectifs. Moi, je me rends compte que quand j'étais plus jeune, je m'étais mis des objectifs, puis c'est étonnant, je les ai remplis quand même assez rapidement. Quand j'ai eu le Juno, ça m'a fait comme « Oh, mais là, j'ai vraiment dépassé même un objectif. » Mais ça aide à nourrir parce que c'est exigeant, parce qu'on ne sait jamais... Puis là aussi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le sens où les gens ne consomment plus la musique de la même façon... ça va si on est encore en train de faire des concerts live, ça va, mais encore là, ça devient restreint parce qu'il y a tellement de styles musicaux. Un concert de jazz dans certaines salles pluridisciplinaires, ben, ils vont peut-être avoir 6 ou 7 concerts de jazz par année. Fait que là, c'est pas beaucoup pour le nombre de musiciens qui jouent le jazz. Donc, fait que ça. Donc, patience. Débrouillardise parce que si on porte aussi le chapeau de producteur, on ne peut pas toujours être en train de payer quelqu'un pour faire quelque chose pour nous. Par exemple, nourrir les médias sociaux. Donc, toi, tu es bien, tu as une assistante là, qui prend des photos aujourd'hui pendant le podcast. C'est donc, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Mais si j'ai besoin, moi, de faire du matériel promotionnel, ben j'ai appris à le faire moi-même. Il y a des choses que je peux faire moi-même. Il y a des choses, quand ça a besoin de plus d'expertise, je vais aller vers quelqu'un, mais donc il y a la débrouillardise. Puis l'organisation, oui, pour pouvoir produire, il faut respecter des échéanciers, il faut respecter des budgets, C'est énorme. Oui, c'est se porter beaucoup de chapeaux. Ouais. Puis comme je l'expliquais... Un couteau suisse, quoi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'options, c'est ça, avec... C'est ça. Et beaucoup d'heures dans une semaine, oui. Et en plus de chanter. Oui, en plus de... Mais on apprend aussi à devenir multitâche, c'est-à-dire comme par exemple les heures que j'ai passées dans la voiture pour venir jusqu'à vous pour faire le podcast, ben j'ai appris des chansons qu'il fallait que je mémorise des paroles, donc j'ai écouté des versions de chansons que pour le prochain spectacle de cinéma, ben il y a des chansons que je dois encore mémoriser, donc on trouve des astuces de rentabilité du temps. Très bien. Surtout dans le trafic de Montréal. Hein? Merci. Tout va tellement vite maintenant que tu es obligé d'optimiser au maximum ton temps, c'est sûr. Mounia, à ton tour, si tu peux nous parler des musiciens et musiciennes qui t'ont marqué, donc depuis ta jeunesse et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Écoute, comme tu sais, donc j'ai grandi en Algérie. On est toujours inspiré évidemment par nos parents et nos grands-parents, mais mes parents écoutaient énormément de chansons françaises. Ma mère était fan de Dalida, était fan de Mireille Mathieu. Mon père écoutait du Charles Aznavour, du Jacques Brel. Ils nous ont toujours inculqué aussi, ou je dirais plus
inspirée par tout ce qui est... Il n'y avait pas tant la mélodie, il y avait aussi les textes. Alors des fois, mon père, dans la voiture, était là en train de me dire « Ah, tu as écouté telle chanson, regarde ce qu'elle dit, Jacques Brel. » Ou il voulait absolument qu'on fasse aussi attention aux textes. On était jeunes, hein, parce que parfois on baragouinait, on chantait, puis on ne savait pas ce qu'on chantait, donc il était là. « Mais as-tu compris le sens du texte ?» Il faut savoir que mon père, tout était... il fallait toujours que tu apprennes quelque chose, mais... avec beaucoup de rigueur, ne serait-ce que même la musique. Quand je disais à mon père, je veux chanter, il me disait, ok, tu veux aller au conservatoire, il faut... Tu sais, je dis, moi, je veux juste chanter. Il me disait, oui, mais il faut que d'abord tu apprennes le solfège, puis que tu apprennes les notes, puis etc. et tout. Donc, si on revient aux chanteurs, ceux qui ont vraiment bercé mon enfance, oui, il y a effectivement donc, les chanteurs que je viens de citer. Il y a eu aussi, je t'ai parlé de Barbara Streisand, je vais te la faire avec le fameux film Yentl, parce que ce film m'avait marqué, j'avais 12 ans. Et écoute, j'étais marquée par l'histoire du film, évidemment, mais surtout par la chanteuse elle-même, parce que, bon, évidemment... les chansons sont... J'en ai la chair de poule. Et d'ailleurs, juste pour parler de Yentl, la dernière chanson du film, je l'avais faite en rappel dans Paris-Broadway. C'est une chanson qui a, encore une fois, qui a bercé mon enfance. Et puis, je n'ai pas la prétention d'avoir la voix de Barbara Streisand, mais j'ai tenté, en tout cas, de la chanter comme quand j'avais 12 ans, en fait, tout simplement. Et pour les chansons, donc il y a aussi les chansons algériennes. La première qui m'a vraiment marquée, une icône de la chanson algérienne, c'est Warda Al-Jazairiya. Donc cette chanteuse qui passait pratiquement tous les jeudis soirs à la télé, Vision algérienne. Là aussi, j'ai appris aussi ces chansons, je les écrivais, je me rappelle avec ma cassette. Je mettais pause, comme tout le monde là, return, pour pouvoir prendre des notes. Et puis plus tard aussi, il y a eu des chanteuses, comme une chanteuse que j'aime beaucoup, ce que tu connais, Mourad, c'est Souad Messi, qui est une chanteuse engagée algérienne qui a maintenant même, je peux dire, une carrière internationale. Qui vit et travaille en France. Qui vit en France, hein, oui, qui vit en France aussi. Et puis ses chansons et ses textes aussi sont magnifiques. Je peux parler aussi d'autres chanteuses, évidemment. Il y a eu la chanson arabo-andalouse aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup imprégnée, surtout pendant mon adolescence, puisque bon, j'allais toute seule. Donc je faisais partie d'une, je ne sais pas si on peut appeler ça un groupe ou une chorale. Oui, c'est plus une chorale. C'est là où j'ai appris à jouer à la guitare. Et j'avais une petite mandoline. Et donc tout ça a fait que ça m'a un peu, même si j'insiste sur le fait que mes parents étaient très conservateurs et c'était les études avant le plaisir. Donc c'était comme ma récompense. À chaque fois que il fallait que j'ai des bonnes notes, il fallait ci, il fallait ça. Puis ça venait après. C'était et voilà. Donc et puis pour finir, je peux te parler aussi des chanteurs. On va dire arabes, comme il y a eu Farid Al-Atrash, Keltoum, Fayrouz aussi, qui nous a beaucoup inspirés. J'avais même, à l'époque, j'avais peut-être 10-12 ans, j'avais fait mon premier solo, c'était Fayrouz, en fait. C'était la chanson Al-Quds, je pense que tu connais. Donc c'est ça. Donc comme tu peux voir, c'est tous ces chanteurs-là qui ont fait un peu de moi, qui fait de moi qui je suis, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. Dans ton cas, Sonia, j'ai noté dans la littérature que tu t'inspires de Gershwin, musique du compositeur américain Gershwin. J'ai fait un concert en hommage à Gershwin récemment à Winnipeg. Je suis allée chanter avec un big band et on a fait le répertoire de Gershwin. C'est sûr que Gershwin, au niveau des standards jazz, c'est un des compositeurs les plus prolifiques. Je pense qu'il doit y avoir plus de 700 œuvres là, qui existent. Donc, à peu près, là. Donc, que ce soit des versions instrumentales ou vocales. Oui, fait que c'est... oui, mais je m'inspire de plein de choses. Hein. Ella Fitzgerald également, pour laquelle tu as rendu un hommage spécial. Oui, j'ai fait un hommage à Ella Fitzgerald. En fait, la première chanteuse que j'ai écoutée vraiment beaucoup, c'est Ella. Donc, et ce que j'aime dans le jazz, quand je chante des standards, j'aime beaucoup faire l'improvisation. J'aime l'improvisation vocale. Je trouve que c'est un beau moment de liberté. Et des fois, quand je compose aussi, ça
provient d'idées d'improvisation, des fois, qui vont devenir des mélodies. Et des fois, j'utilise des textes, mais je vais les improviser à chaque fois. Donc, il y a toujours le même texte, mais je vais changer la mélodie à chaque fois. Pour moi, ça reste quand même que si c'est un scat, si c'est une improvisation. Justement, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un scat? Un scat, en fait, c'est... Tu sais, à l'époque, quand ils enregistraient il paraît, là, l'histoire, il paraît que c'est Louis Armstrong. Ça coûtait cher. Ils allaient dans un studio, ils enregistraient directement sur la plaque qui est le disque. Donc, il y avait un micro au-dessus du groupe qui enregistrait le son dans la salle et ça s'en allait dans le tourne-disque. À l'époque, c'était des 78 tours, je pense, avant que ça soit des 35 tours. Et là, il avait échappé ses paroles par terre et au lieu de faire arrêter l'enregistrement, il s'est mis à dire des... Il s'est mis à faire des onomatopées au lieu des paroles. Donc, il paraît que le scat est né de ça. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y avait déjà dans... Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Hein, oui, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est joué. Mais toute cette musique-là, c'est la musique afro-africaine. C'est des inflexions, c'est des mélodies que nous, on n'utiliserait pas nécessairement. Donc, c'est comme si à un certain moment donné, il y a eu un mélange entre les gospels, le blues, tout ce que les esclaves qui, malheureusement, j'aimerais pas qu'on les appelle comme ça, mais que les Africains ont amené ici de force. Mais eux, ils continuaient de se tenir ensemble et la musique était toujours très présente. Dans les rythmes aussi, leurs rythmes c'est différent. Donc, ils ont apporté ce bagage-là de force. Ce bagage-là, ils l'ont amené ici. Et d'un autre côté, il y avait la musique classique, donc qui vient des Occidentaux, et ça a créé des mélanges. Et ces mélanges-là ont fait naître un peu le jazz. Mais c'est ça, c'est un savant mélange de tout ça. Mais l'improvisation vocale, le scat, c'est ça. Ça s'est développé par après. Donc, peut-être sur le premier enregistrement de Louis Armstrong, on a ça. Il y a d'autres chanteurs qui ont dit « Ah ben ouais, mais comme Cab Calloway, il l'utilise aussi, là, tu sais. » C'est incroyable. Et donc, après, il le reprenait à chaque fois. Est-ce que les scats ont un moment précis dans la chanson ou tu peux juste... En fait, c'est que quand on fait un standard de jazz, tous les musiciens, par exemple, on n'a jamais joué ensemble, c'est pas grave. Si on se dit, on joue cette chanson-là, dans cette tonalité-là, la plupart des musiciens, ils vont connaître. Et là, c'est une grille. Donc, la chanson va avoir une forme. Donc, souvent, ça va être A-A-B-A, c'est-à-dire 2 couplets, un refrain, un couplet dans la forme. Puis après, on va improviser sur la structure qui revient toujours. Donc, dans un blues, ça va être une structure plus courte qui va être peut-être 8 mesures ou 12 mesures ou 16 mesures pour un blues. Puis il y a un standard, c'est à peu près 32 mesures. Et quand on écoute du jazz, bien, Mourad t'en écoute beaucoup. Donc l'improvisation, elle a quand même, ça se passe sur une structure. Donc, lui, il a peut-être raté ses paroles rendues dans le milieu du premier refrain, mais il a continué pour se rendre jusqu'au bout de la forme. Hein. Puis là, les musiciens se sont mis à rejouer pour pas que le fil se perde. C'est ça. Merci pour ce cours d'histoire. C'est très apprécié. Une dernière question, au fait, qui est un peu particulière, donc... qui a un rapport à la discrimination dans le monde du milieu musical féminin. Dernièrement, donc, des critiques comme Stanley Payan, ici à Montréal, a écrit son livre Noir Satin, dans lequel il reprend donc, disons, l'histoire des musiciennes femmes noires américaines de jazz particulièrement, qui en ont souffert d'une discrimination. Et que les récits actuels ne leur rendent pas justice, puisqu'on continue d'être dans le déni, alors qu'on note que les femmes ont été cantonnées beaucoup plus à des postes de choristes, pas le droit de jouer d'un instrument de musique,
elles ont eu moins d'opportunités d'enregistrement, de représentation directe et d'accès à des postes surtout de leadership dans l'industrie musicale. Parfois, elles sont confrontées à des stéréotypes de genre et on dit qu'il y a un écart de rémunération entre les deux sexes. Et donc, et puis, il y a une autre autrice européenne, Marie Buscato, qui a écrit un livre intitulé Femmes en jazz. Ça, ça concerne la France. Et elle aussi, donc, elle soulève cette discrimination qui est entretenue jusqu'à aujourd'hui. Donc, elles ont moins d'opportunités et quand vient le moment donc d'attribuer des rôles, des postes d'importance, eh ben, c'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin. J'aimerais, si vous avez des réflexions, des témoignages à nous apporter sur cette question. Ben, j'ai pas... C'était un peu difficile parce que moi, en fait, il y a un élément clé dans ma vie de musicienne, c'est que moi, j'ai décidé très, très tôt que je serais ma propre patronne parce que j'ai été très déçue par un producteur. Et je vous fais le signe guillemets là, parce que cette personne-là se qualifie de producteur. Donc, moi, je me dis, si le producteur m'engage, il doit me donner un salaire X. On a signé un contrat ensemble. Et donc, moi, en 2001, je suis allée à Dubaï. Je suis allée là en septembre 2001. Et j'ai chanté dans un resort là-bas. Et c'est tout de suite après que les tours sont tombés à New York. Donc, c'était une drôle de période pour être à Dubaï parce que le tourisme a arrêté d'un coup sec parce que les gens avaient peur d'aller là-bas, parce qu'on disait que les aviateurs qui avaient foncé dans les tours, ils venaient de Dubaï. Donc, mais j'ai quand même... Ils nous ont gardés comme groupe dans le restaurant. J'ai chanté là-bas pendant 6 mois. Ça m'a donné une occasion de vraiment solidifier tout mon répertoire pour faire du jazz. Quand je suis revenue, j'ai passé une audition pour un spectacle où il y avait plusieurs artistes là, qui étaient mis de l'avant, mais le producteur n'a pas respecté son contrat envers moi. Et c'est des heures et des heures de travail que j'ai mis dans ce projet-là et je n'ai pas eu la rémunération qui était adéquate pour avoir fait ce travail-là. Donc, j'ai dit, moi, c'était une grande déception et j'ai dit, je vais produire mes choses moi-même. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais je serai ma propre patronne. Donc, c'est pas autant... C'est sûr que les femmes dans le jazz, il y en a eu de la discrimination. Je n'ai pas lu les ouvrages dont vous parlez, mais je peux dire que le cours à l'université, qui est le cours de l'histoire du jazz, j'ai fait tous les cours d'histoire du jazz et il y a eu comme 3 paragraphes sur Ella Fitzgerald. Donc, oui, ça existe que il n'y a pas assez de documentation sur les musiciennes. Et ce que je peux dire, c'est que les choses changent parce que les femmes et aussi les personnes non-genrées, on a maintenant des organisations, des groupes de discussion où on parle aussi de discrimination. Et c'est pas juste dans la musique jazz. Donc, ça va beaucoup plus large que ça, que ce soit au niveau des abus de pouvoir, comme ce producteur-là, mais c'est pas parce que j'étais une femme, parce qu'il y avait aussi des hommes là, qui étaient engagés par cette personne-là, mais il y a des abus. Il y a des abus, ça peut être envers toutes sortes de personnes. Mais oui, c'est plus difficile pour une femme. Mais moi, j'avais cette détermination-là de dire, ben c'est moi qui engage, c'est moi qui paye. Donc, fait que je me donnais comme un... Mais ça prenait des culottes. Tu sais, ça prenait du courage. C'est ça fait 20 ans que je le fais. Tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y avait moins de place, mais il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore équitable, c'est pas encore paritaire, c'est pas encore parfait. Mais il y a des changements. C'est ce que je peux dire. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins, Sonia, dans ce que tu dis. Il faut en fait il faut qu'il y ait... Tu vois, tu as posé une question qui est pertinente, Morad. Il faut qu'il y ait des discussions essentielles, de part que ça soit dans le jazz ou même
en général, hein, dans le monde, que ce soit de l'emploi ou même artistique ou pas artistique. Mais je me dis que la future génération et puis la relève, moi, je compte sur eux. Parce qu'ils ne se laisseront pas marcher. Moi, je te dis, ils vont pas se laisser faire. Puis la génération montante, là, il y a une espèce de prise... Prise de prise parole, en ouais. parole, de prise de conscience. C'est ça qui fait que il va y avoir du changement. Ça, j'en suis convaincue. Voilà, plus de tabou. Voilà. Très bien, parfait. Merci Mounia. Donc on arrive à la fin de notre émission donc, du jour. Je vous demanderai donc de clore, donc chacune avec un commentaire de fin. Ben moi, je veux remercier Mounia de m'avoir invité à te rencontrer, Mourad, et de participer à votre podcast. C'est un vrai plaisir. Avant qu'on commence l'enregistrement, je disais à Mounia, on s'est rencontrés parce que je chantais dans un concert hommage à Jean-Pierre Ferland. Et je trouve que, on parlait de boucler la boucle, mais tu vois, on vient de lui dire un bel adieu. Et Jean-Sébastien, ton professeur de chant, était très près de Jean-Pierre. Et voilà, c'est ça. Je te remercie de m'avoir invité, de permis de parler de mon travail et de le faire découvrir à d'autres. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, qui sait, il y aura, moi je me dis, il y aura peut-être des collaborations. Moi, je rêve de faire peut-être un petit duo avec Sonia, qui sait. Tu sais, je continue. Moi, tout ce que je peux dire, le mot de la fin, c'est que je continue de rêver, je continue de faire ce que j'aime. C'est, encore une fois, c'est ma thérapie et j'appelle ça une éducation silencieuse, même pour mes enfants. Je leur dis tout le temps, quel que soit votre âge, vivez vos rêves. Voilà. Ben, merci à vous deux, merci à nos auditeurs et auditrices qui sont restés patientes jusqu'à la fin de cette émission. Et en guise de récompense, je vais offrir un intermède musical, donc un premier extrait de Mon cœur et de l'album Le cœur à l'endroit de Sonia Johnson, qui sera suivi d'un extrait de Entre nous, du spectacle de Mounia, qu'elle a offert en 2016 à la Place des Arts. Donc, merci à vous deux. Au revoir. Merci. Mon cœur est une tomate séchée au soleil sous une tonne de roches. Mon cœur est une nappe tachée, un café au lait, plus de lait. Mon cœur est une étoile de mer par terre, un escargot nu. Mon cœur est un feu de joie triste, un pommier en fleurs, plus de fleurs. Mon cœur est un champ de bataille, 1000 wagons qui déraillent. Mon cœur est un radeau en feu, un vélo en morceaux. Mon cœur est une pomme qui pèse 3 tonnes, une marmite pleine. Mon cœur est une bouillotte gelée, une glacière remplie qui fuit. Mon cœur est une feuille d'automne en été, une neige au mois d'août